le 27 août 1944. Le soleil se lève sur le Kent comme une promesse brisée. Depuis 3 mois, Londres vit à l'ombre de la Vergeltungswaffe, l'arme de vengeance numéro 1 Hitler, le bombardé volant Wun. Les Allemands l'appellent Vergeltungswaffe 1, les Britanniques le surnomment le Buzzbomb ou Doodlebug, et ils ont appris à écouter ce bruit. Un pool mécanique, semblable au moteur d'une motocyclette dans le ciel. Quand le moteur tombe en silence, il reste 15 secondes avant l'impact. 15e seconde pour décider si vous vivrez. Le lieutenant-colonel James Mitchell Harrison se tient sur la plateforme d'observation d'une installation de l'artillerie royale près de Douvres. Les jumelles collées aux yeux, il a 41 ans, vétéran d'Afrique du Nord et de Sicile, un homme qui a vu trop de morts pour croire au miracle. Mais ce qui est arrivé il y a 2 jours, emballé dans des caisses en bois, marquées des classifications de la plus haute sécurité, pourrait être la chose la plus proche de l'intervention divine qu'il ait jamais vue. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous, des fusées de proximité américaines. Le major Robert Eugene Blackwood, le liaison technique américain, avait démontré la technologie 3 semaines plus tôt dans une salle de briefing scellée. Harrison se rappelle les mains de l'Américain tremblant légèrement tandis qu'il tenait l'appareil pas plus gros que le poing d'un homme, bourré d'électronique miniaturisée qui semblait tiré de la science-fiction. Ce fusible contient un système radar complet, avait expliqué Blackwood. Il émet un signal radio, reçoit le reflet de la cible et déclenche l'obus à la distance. Optimal. Pas de supposition, pas de minuteur, juste la précision. Harrison avait été sceptique. Tout officier apprend à être sceptique. La guerre leur a appris que les armes ne fonctionnent que rarement comme annoncé, que la technologie échoue au pire moment, que la différence entre la victoire et la mort tient souvent moins à l'innovation qu'à la chance et au courage. Mais les chiffres issus des essais américains étaient impossibles à ignorer. Des taux de succès entre 60 et 75% contre des cibles aériennes. Les obus traditionnels à fusible temporel peinaient à atteindre 10% contre les Wun. U.S. Naval Institute +2 Wikipédia +2. Aujourd'hui, à l'aube qui se lève sur la Manche, Harrison observe les techniciens effectuer les derniers réglages sur les canons antiaériens. Chaque obus chargé ressemble à un projectile conventionnel, mais à l'intérieur, invisible aux observateurs allemands, se trouve une révolution technologique qui va changer la guerre à jamais. Dans Londres, à 70 miles au nord-ouest, Eleanor Patricia Davis se réveille à une autre matinée de crainte. Elle a 53 ans, veuve qui a perdu son fils aîné pendant le Blitz. Son quartier à Bermondsey a été frappé par des Wun à 2 reprises dans le mois passé. La seconde frappe a tué les Henderson les 4, ensevelis sous les décombres tandis que leur rôti du dimanche brûlait dans le four. Eleanor ne dort plus comme avant. Le bruit des buzzbonds est devenu la bande-son de ses cauchemars. Elle ne sait pas que ce jour-là, quelque chose va changer. Elle ne sait pas que des scientifiques américains, des hommes comme le Dr Merle Anthony Tuvey de Johns Hopkins University et de son laboratoire appliqué, ont passé 3 années et plus de 100 millions de dollars à son développer la technologie qui sauvera sa vie et celle de milliers d'autres. Warfare History Network, plus un LNE, connaît que la peur et l'épuisement, et le poids écrasant de l'attente que la mort tombe du ciel. De l'autre côté de la Manche, dans un complexe de bunkers souterrains près de Calais, l'oberst Heinrich Müller étudie les photographies de reconnaissance avec une confiance croissante. En tant que chef du renseignement pour les opérations des armes V, Müller sut les capacités défensives britanniques avec une précision allemande. Ses rapports à l'SS Obergruppenführer Hans Kammler, l'administrateur impitoyable supervisant toute la production des armes V, soulignent la terreur psychologique que les Wun infligent au moral civil britannique. Les chiffres confirment son évaluation. Plus de 6 000 civils tués, 10 à 8 000 blessés, des quartiers entiers réduits en ruines. Les défenses antiaériennes britanniques ont prouvé leur insuffisance. Les avions de chasse parviennent peu être à abattre 1 sur 4 des Wun. L'artillerie au sol fait encore pire. Wikipédia +1, les Britanniques sont épuisés.
dit Müller à son état-major. Leurs défenses sont au bord de la rupture. 1 mois de bombardement soutenu de plus, et Churchill sera forcé de négocier. Il n'a aucune idée que dans seulement 24 heures, tout ce qu'il croit à propos des capacités défensives britanniques sera rendu obsolète par une technologie que son appareil de renseignement n'a jamais détectée. Le décor est planté, les acteurs sont en place. Et à 11h23 demain matin, l'histoire pivoterait sur le fil invisible de l'accomplissement scientifique américain. Harrison inspire profondément l'air frais de l'aube. Il sent le goût métallique de l'humidité maritime, le cri lointain d'un goéland au-dessus de la falaise, le grondement sourd des citernes d'azote préparant les canons lourds. Dans quelques instants, tout sera en marche. Il repense à son passé, la poussière rouge de l'Afrique du Nord, la Sicile désertique sous un soleil implacable, les camarades tombés un à un, encaissés dans la nuit silencieuse. Il savait que chaque guerre est une succession de mauvaises décisions, de miracles ratés, de héros anonymes qui ne reviennent pas. Mais il n'avait jamais pensé être témoin d'un tournant véritable. Il descend de la plateforme, s'approche des techniciens. Première salve prête dans 5 minutes, annonce l'un d'eux. Les canons sont chargés, les tables de visée calées, les radars alignés. Harrison hoche la tête, son visage durci par la guerre, mais au fond de ses yeux brille une lueur d'espoir. Pas de confiance légère, juste la reconnaissance que peut. Être, cette fois, l'outil fera la différence. Au loin, à Londres, Eleanor quitte sa chambre pour ouvrir la fenêtre du salon. Le ciel est d'un gris pâle, teinté de la brume marine. Elle regarde le croissant de lune mourant encore accroché à l'horizon, puis entend ce bruit familier, le vrombissement d'un moteur de pulse-jet, le signal du danger. Elle serre la main sur le rebord de la fenêtre, ferme les yeux. Elle voit à nouveau la maison des Henderson, le four encore allumé, la fumée grise montant dans une cheminée brisée. Elle promet silencieusement qu'elle survivra, qu'elle ne laissera plus la ville mourir morceau par morceau. Pendant ce temps, à Calais, Müller reçoit les derniers chiffres. Le message indique que les Britanniques ont déployé un nouveau type de projectile dans la ceinture côtière. Il fronce les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmure-t-il. Son assistant hausse les épaules. Plusieurs sources de renseignements parlent d'un fusible variable temps américain implanté dans l'artillerie côtière. Müller conserve son calme, il sait que l'Allemagne a ses propres progrès, mais pas dans ce domaine précis. Il note la mention et passe à d'autres photos de sites de lancement. Harrison revient à son poste central, passe en revue le panneau de contrôle. Il se souvient de l'explication de Blackwood. Lorsque l'obus s'approche de la cible, le signal réfléchi augmente. L'appareil le détecte et déclenche le mécanisme. Il se rappelle aussi les mots du Dr Touvet. Le succès de ce type de fusible ne dépend pas d'une idée technique nouvelle, toutes les idées sont simples et bien connues, mais de la capacité à en faire une production robuste et à temps. Warfare History Network plus un Harrison regarde l'horizon. Le ciel s'éclaircit. Il imagine Londres, la fumée s'élevant au-dessus des toits, les sirènes d'alerte déjà imminentes. Il pense à Eleanor, à tous les civils qui attendent dans l'ombre. Il entend le tic-tic des jumelles, le pétarade des machines. Il pense aux vies perdues à Bermondsey, à la promesse d'un bouclier nouveau. Il sait, ou en tout cas croit, que ce matin pourrait être une rupture. Il se prépare à tirer. Les techniciens lancent le compte à rebours. Les hommes ajustent leur position. Le canon tonne, l'obus file, le radar suit. Le fusible américain est en action. L'air frémit autour de la trajectoire, invisible. Mais la cible est là. Le Voon glissant à 500 km à l'heure. La fumée blanche derrière lui, le sifflement dans le ciel. Le système localise, calcule, déclenche. L'obus éclate à quelques dizaines de mètres du missile. Les fragments se dispersent comme des étincelles dans un feu d'artifice mortel. Le Voon est brisé dans le ciel, la fumée remonte, tombe dans la Manche, première victoire. Harrison tape sur la tablette de commande. Section prête. Second tir dans 30 secondes. Il ne laisse rien au hasard. Chaque tir compte, chaque vie compte. Le système respire vieux et nouveau mêlé canon, radar, fusible, homme. Le temps, comme toujours, est l'ennemi. Le ciel gronde encore. À Londres, Eleanor s'accroche à son rebord de fenêtre.
Elle entend l'explosion lointaine, le son sec, puis plus rien. Elle ferme les yeux. Dans son esprit s'élève une pensée inconnue jusqu'alors. Être vais-je vivre aujourd'hui? Le vrombissement revient, la peur monte à nouveau, mais au fond d'elle-même se glisse une lueur de confiance. Pas la certitude, juste le murmure d'une chance. De l'autre côté, Mueller reçoit un nouveau rapport. Taux d'interception de la ceinture côtière, 60% et en augmentation. Un jour atteint 82%. Le mot tombe dans la salle comme un pavé. Il reste silencieux. Il sait ce que cela signifie, mais refuse de le croire. 82% des VUN abattus en une journée. Wikipédia plus un il se lève, marche entre les tables, observe les cartes. Ses doigts effleurent les silhouettes des lanceurs. Il sent le tremblement dans sa poitrine. Il sait que le buzz bomb n'est plus invincible. Il sait que les cartes vont changer. Mais il reste soldat. Il reste à son poste. Il note encore un point. Le fusible VT. Pour variable time. La terminaison est un euphémisme pour ce qu'il peut devenir. Harrison sourit légèrement. Il ne sourit pas souvent. Il relève la tête vers le ciel clair. Quelle journée ce sera, pense-t-il. Il ne sait pas encore le nombre exact de cibles abattues, cela viendra plus tard. Mais il sait que l'Amérique est là, que le bouclier est prêt, que les VUN entreront dans la Manche en fumée plutôt que dans les rues de Londres. Il pense à Eleanor, au quartier de Bermondsey, au Henderson, à tous ceux qui n'auront pas aujourd'hui à entendre le sifflement final. À Bermondsey, Eleanor ferme les fenêtres. Elle serre son châle autour de ses épaules. Elle se rend à la cuisine, verse du thé. Chaque goutte de thé semble précieuse. Le silence est absolu, presque trop grand. Elle éclaire une bougie. Le canon et l'obus, la technique et l'homme, le radar et l'âme, tout cela converge ce matin pour un seul but. Que le ciel ne crie pas aujourd'hui. Et le ciel reste silencieux. Le vrombissement diminue. Les sirènes ne déclenchent pas. Le mur de Douvres crie ses canons, les éclats remontent, la Manche reste calme. Harrison observe le panneau lumineux. Taux atteint 82% aujourd'hui dans la ceinture. Il répète d'une voix basse. Puis il note sur son carnet, presque comme une prière, la guerre technologique a un visage humain. Il laisse passer ces mots. Il ne les prononce pas à haute voix. Pas encore. À Calais, Mueller rassemble ses officiers. Il pointe les cartes. Le fusible américain est actif. Nous ne l'avions pas anticipé. Nous devons réagir. Nous devons moderniser, mais il est peu, être déjà trop tard. Le ton est mesuré, mais le tremblement est sous contrôle. Il sait que la guerre change, que le ciel, qui criait, peut être réduit au silence. Le 27 août 1944 restera dans les annales comme le matin où la promesse brisée du jour a rencontré la détermination de la science. Le ciel qui a crié a été entendu, mais il a été couvert, contrôlé, maîtrisé par ceux qui osaient croire que l'intellect pouvait vaincre la peur. Harrison, Eleanor, Mueller chacun, à sa place ont vu le tournant, le canon, le fusible, le radar, un trio improbable, ont changé l'épreuve. Et tandis que le soleil monte, impassible, au-dessus du Kent, de Londres, de la Manche, une nouvelle ère commence, celle où la défense ne repose plus uniquement sur le courage des hommes qui tiennent les canons, mais sur l'ingéniosité des hommes qui pensent, conçoivent, improvisent. L'arme de vengeance d'hier devient le symbole d'une défaite annoncée. Le ciel reste ce jour-là fidèle à sa promesse brisée, mais un nouveau pacte est scellé entre les vivants et le silence au-dessus. Acte 2. Les mathématiques de la destruction. Le 28 août 1944. 5h47 du matin. La brume matinale s'accroche aux installations radars dispersées à travers le Kent comme un linceul gris. Le lieutenant-colonel James Mitchell Harrison n'a pas dormi. Toute la nuit, il a revu les tables de tir, vérifié les stocks de munitions, passé en revue chaque scénario d'échec possible que son expérience pouvait imaginer. Les chiffres dansent encore dans sa tête, les vitesses, les altitudes, les trajectoires, les marges d'erreur. Des équations de vie et de mort. Le major Robert Eugene Blackwood arrive, portant une enveloppe scellée marquée des plus hautes classifications de sécurité. Son visage est pâle mais résolu.
Autorisation finale de Washington, annoncée d'une voix calme, presque solennelle. Le général Henry Hap Arnold lui-même a approuvé le déploiement opérationnel des fusées VT contre les cibles VUN. Application immédiate. Harrison incline lentement la tête. Alors, que Dieu nous aide si elles ne fonctionnent pas. Elles fonctionneront, répond Blackwood. Mais ses mains tremblent encore. Les mathématiques de ce qu'il s'apprête à tenter frôlent l'impossible. Chaque VUN vole à environ 400 000 à l'heure, à une altitude variante entre 2000 et 3000 pieds. Pour en détruire un avec un obus conventionnel à fusible temporel, il faut calculer la vitesse, l'altitude, la trajectoire et le vent, puis régler un minuteur mécanique pour que la détonation se produise au moment exact, dans l'espace tridimensionnel où le projectile et la cible se croisent. Même les meilleurs équipages, armés d'années d'expérience et d'ordinateurs de tir sophistiqués, n'atteignent pas 15% de réussite. Le fusible américain VT abolit tout calcul humain. Le dispositif contient un émetteur radio miniaturisé qui envoie des signaux se réfléchissant sur la cible avant de revenir vers un récepteur ultrasensible. Quand le signal réfléchi indique une distance optimale typiquement entre 50 et 70 pieds, le fusible déclenche automatiquement la détonation, créant un cône de fragmentation qui déchire la fine peau d'aluminium et les surfaces de contrôle du VUN. C'est une révolution scientifique née de 3 années de recherche secrète menée par des milliers de scientifiques et d'ingénieurs américains. L'équipe du Dr Merle Anthony Tuve à l'université Johns Hopkins dut résoudre des problèmes jugés insolubles, miniaturiser les circuits radio pour qu'ils tiennent dans un obus d'artillerie, concevoir des lampes à vide capables de survivre à des accélérations dépassant 20 000 fois la gravité terrestre, et inventer des batteries délivrant des tensions précises pendant plusieurs minutes tout en occupant un volume minime. Le taux de rejet lors de la production initiale dépassait 30%. Chaque fusible subissait des dizaines de tests individuels. Le contrôle de qualité atteignait un niveau jamais vu dans l'industrie militaire. Et maintenant, alors que l'aube grisâtre se lève sur la Manche, toute cette recherche, tout cet investissement, toute cette ingéniosité américaine se ramènent à une seule question. Cela fonctionnera-t-il au combat? À 11h23, la réponse commence à arriver. Le bruit distinctif des VUN approchant emplit l'air du matin ce pouls mécanique, ce bourdonnement de mort qui terrorise l'Angleterre méridionale depuis des mois. Harrison lève ses jumelles et compte 15 bombes volantes arrivant du sud-est, leurs silhouettes noires découpées sur le ciel couvert. Portée, 4000 yards, annonce l'officier de contrôle du tir. Altitude, 2500 pieds. Vitesse, 380 000 à l'heure. Feu, ordonne Harrison. La première salve éclate à 11h23 précise. Les obus équipés des fusées de proximité américaines filent vers leur cible à plus de 2000 pieds par seconde. Harrison observe à travers ses lunettes de terrain. Le premier obus explose en une brillante lueur orange, à environ 50 pieds du VUN le plus proche. Le cône de fragmentation lacère les surfaces de contrôle. Le VUN se met à tournoyer, son moteur à pulsation surlent, puis s'écrase dans les eaux froides de la Manche. 40 secondes plus tard, le deuxième VUN tombe, puis le troisième, puis le quatrième. Blackwood se tient à côté de Harrison. Son visage, d'abord crispé par l'anxiété, se transforme peu à peu en une expression d'émerveillement. « Ça marche », murmure-t-il. « Mon Dieu, ça marche vraiment. » Les servants de pièces des vétérans qui ont passé des mois à tirer des centaines de coups pour abattre une seule cible regardent. Incrédules, chaque VUN explosait avec une précision mathématique. Les fusées VT accomplissent exactement ce que les calculs du Dr Tuve avaient prédit. Des taux de succès qui frôlent le surnaturel. Au poste radar côtier de Douvres, la Dr Margaret Elizabeth Thornbury, attachée scientifique britannique chargée d'évaluer la technologie, observe la scène. Elle aussi avait douté. Ses premiers rapports adressés à Winston Churchill mettaient en garde contre une confiance excessive dans les innovations américaines encore non éprouvées. Pourtant, tandis qu'elle regarde le combat se dérouler, son scepticisme se transforme en une conviction qu'elle décrira plus tard comme le sentiment d'assister à l'impossible devenu réel. À midi, les unités d'artillerie britanniques, équipées des fusées VT, ont engagé 47 cibles distinctes.
Le taux de réussite dépasse 80%. À 12h45, Harrison reçoit un appel téléphonique du général Frederick Peel, commandant de la défense anti-aérienne. Les Allemands ont lancé leur plus grande attaque VUN à ce jour, annonce Peel d'une voix tendue. Le renseignement indique plus de 200 bombes volantes dirigées vers Londres. Votre secteur doit tenir. Harrison se redresse, essuie la sueur de son front et répond simplement « Nous tiendrons ». L'après-midi s'avance avec la régularité d'un cauchemar. Des vagues entières de VUN traversent la Manche, leurs moteurs à pulsation tonnant au-dessus de la campagne anglaise. Les équipes de lancement allemandes, disséminées dans les forêts et les falaises de la côte française, continuent leur bombardement avec une précision mécanique, ignorant que leurs armes de terreur tombent victimes d'une invention américaine qui changera à jamais la guerre. Au-dessus du Kent, le ciel se remplit de traînées de fumée, d'éclats orangés, de nuages de fragments. Les obus explosent non plus au hasard, mais au moment exact où la science l'avait promis. Harrison suit les rapports transmis par radio. Chaque batterie, chaque section confirme « cible détruite, cible détruite ». Blackwood note frénétiquement les données dans son carnet. Vitesse, distances, altitude, intervalle. Ces chiffres, plus tard, deviendront l'évangile d'une nouvelle ère militaire. Vers 15 heures, la docteure Thornberry se rend au centre de communication. Sa voix tremble d'excitation. « Les probabilités sont renversées », dit-elle à Harrison. C'est comme si la géométrie elle-même avait changé de camp. Harrison esquisse un sourire fatigué. « Ce n'est pas la géométrie, » répond-il. « Ce sont les hommes qui y ont cru. » À 6 heures, le soleil filtre entre les nuages. L'air sent la poudre et l'iode. Les techniciens ont les mains noircies, les oreilles bourdonnantes. Chaque impact dans le ciel ressemble à un battement de cœur collectif. Puis vient la plus grosse vague. 50 VUN repérés simultanément. Les batteries pivotent, les canons grondent. Le ciel se transforme en un damier de feu et de métal. Pendant 12 minutes, la Manche devient un laboratoire de guerre. Les fusées VT agissent comme si elles pensaient. Chaque obus trouve sa cible, la cherche, la comprend. Des explosions précises, calculées, froides, les opérateurs allemands, à 100 000 de là, ne voient que la disparition soudaine de leurs projectiles des écrans de suivi. Au quartier général d'anti-aérienne, le général Peel observe les graphiques s'allonger. Les pourcentages montent, les lignes rouges de pertes ennemies s'élèvent presque à la verticale. 82%, murmure-t-il. Un silence stupéfait parcourt la salle de commandement. Les canons refroidissent, la fumée se dissipe. Harrison reste debout sur la plateforme, jumelles en main. Devant lui, la Manche miroite comme une lame d'acier. 82%, répète-t-il à voix basse. Le chiffre semble irréel, presque sacré. Un pourcentage transformé en symbole. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Maintenant, retournons à l'histoire. Blackwood, à ses côtés, respire lentement, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une journée. C'est plus qu'un succès, dit-il. C'est un tournant. Harrison hoche la tête. Les mathématiques de la destruction, murmure-t-il. Elles obéissent enfin à notre volonté. Pendant ce temps, à Calais, dans un bunker où les horloges murmurent l'échec, l'oberst Heinrich Müller fixe une pile de rapports contradictoires. Les télégraphes s'emballent. Ses officiers parlent de défaillance, mécanique, de météo défavorable, de mauvais alignement. Müller n'y croit pas. Ce n'est pas la météo, dit-il d'une voix sourde. C'est quelque chose d'autre. Il prononce lentement. Une invention. Il regarde la carte, les cercles rouges autour de Douvres, de Folkestone, de Londres. Ils ont trouvé le moyen de calculer l'invisible. À Londres, Eleanor Patricia Davis ferme les volets de sa maison. La journée a été étrangement silencieuse. Pas d'explosion proche, pas de verre brisé, seulement le vent d'été qui soulève la poussière des rues. Elle prépare le thé, tourne le bouton de la radio et entend la voix de la BBC annoncer. Les unités anti-aériennes britanniques ont connu aujourd'hui un succès remarquable contre les bombes volantes. Les pertes civiles sont en forte diminution. Eleanor pose la main sur la table. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle ne connaît pas le nom de Harrison,
ni celui de Blackwood, ni celui du docteur Touvet, mais elle sait que quelque part, quelqu'un a vaincu le ciel. Au soir, la docteure Thornberry rédige son rapport préliminaire. Les fusées VT ont démontré un potentiel décisif. Leur efficacité dépasse toutes les estimations. La combinaison de la science américaine et de la discipline britannique a produit un résultat que nul n'avait osé prédire. Elle marque une pause, puis ajoute une phrase qu'elle rature avant de la laisser intacte. Aujourd'hui, la raison a vaincu la peur. Harrison descend de la plateforme, les bottes couvertes de boue. Dans la salle des cartes, il s'assoit face à Blackwood. Ils échangent un regard silencieux. Les mots sont inutiles. « Tu as eu raison », finit par dire Harrison. « Les équations ne mentent pas. » Blackwood sourit faiblement. « Les équations, non. Mais les hommes, parfois, si. » Un rire nerveux traverse la pièce, le premier depuis des semaines. Dans un coin, technicien note les derniers chiffres du jour. 180 lancés, 85 détruits. Les autres abattus par des chasseurs Spitfire ou tombés en mer. Le total final reste gravé dans la mémoire collective comme le moment où la guerre bascula. Harrison s'avance jusqu'à la porte, respire l'air du soir. Il regarde le ciel. Le calme après la tempête. Il sait que demain, les Allemands tenteront encore. Mais il sait aussi qu'ils n'ont plus l'avantage. L'arme de vengeance est devenue un test de précision. « C'est fini pour eux », murmure T. « Leur ciel ne nous appartient plus. » Dans les bunkers de Calais, Müller écrit un dernier message pour Berlin. Nos pertes dépassent le supportable. Les forces ennemies utilisent un dispositif de détonation automatique fondé sur des ondes radio. La situation est critique. Il signe, ferme les yeux et comprend que la vengeance d'Hitler vient de rencontrer la science américaine et qu'elle a perdu. À 22 heures, les stations radars se taisent. Les opérateurs éteignent les écrans. Harrison reste seul sur le toit, regardant les étoiles apparaître une à une. Pour la première fois depuis des mois, le ciel ne gronde plus. Il sort un carnet de cuir et écrit « Les mathématiques de la destruction n'ont jamais été si humaines. Chaque chiffre, chaque mesure, chaque angle, derrière eux se cachent des visages. Ceux qui calculent, ceux qui tirent, ceux qui prient. » À Londres, Eleanor ferme les yeux. Le silence du soir ressemble à une bénédiction. Elle murmure une prière pour son fils perdu, et pour ceux qui, ce jour-là, ont empêché d'autres mères de pleurer. Et tandis que la lune monte sur la Manche, les chiffres prennent vie. Des milliers de vies sauvées par une invention née de la raison pure. La science, l'ingéniosité, la foi réunies en un instant précis du temps. Le lendemain, les journaux parleront de succès technique, de progrès scientifique. Mais ceux qui ont vu le ciel ce jour-là sauront que c'était plus qu'une victoire. C'était la preuve que la pensée humaine pouvait dompter la mécanique de la mort. Et pour Harrison, debout face à l'horizon, le mot « victoire » ne suffira jamais. Il murmurera seulement « Nous avons changé les règles du ciel, 29 août 1944. » Complexe de bunkers souterrains près de Calais. L'air est lourd, saturé de fumée, et d'une tension invisible qui semble s'infiltrer dans chaque couloir bétonné. Le feldmarschall Erwin Rommel, le légendaire renard du désert, se tient devant une table couverte de photographies aériennes. Les clichés montrent la côte anglaise, ses falaises blanches et les silhouettes indistinctes des positions d'artillerie britanniques. Mais rien, absolument rien, ne révèle le bouleversement technologique en train de se produire à seulement 20 000 de là. Rommel plisse les yeux. Il a passé sa carrière à anticiper, à comprendre l'ennemi avant qu'il ne frappe. Pourtant aujourd'hui, face à ces images muettes, il ne voit qu'un vide, aucune nouvelle batterie installée, aucune activité inhabituelle, rien qui puisse expliquer les pertes catastrophiques signalées la veille. La porte s'ouvre brusquement, Oberst Heinrich Müller, chef du renseignement des opérations V, entre dans la pièce, un dossier serré contre sa poitrine. Son visage trahit une confusion qu'il peine à dissimuler. « Herr Feldmarschall, dit-il d'une voix prudente, les rapports d'hier sont inquiétants. Nous avons lancé 100 à 4 armes. Seuls 10 à 9 ont atteint leur cible. » Rommel redresse la tête, incrédule. « Dix 9 ?
Vous êtes certain? Absolument, Herr Feldmarschall. Nos observateurs confirment des destructions massives au-dessus de la Manche. Les explosions semblent se produire avant que les Vunes n'atteignent la côte britannique. Rommel se tourne vers la carte murale épinglée de petits drapeaux rouges. Chaque drapeau représente un lancement, chaque absence, une perte. Ce doit être leur chasseur, dit-il enfin. Müller hoche la tête, sans conviction. En partie, oui. Mais la majorité des pertes surviennent dans la zone côtière. Les batteries anti-aériennes britanniques semblent avoir perfectionné leur efficacité. Perfectionné comment? Gronde Rommel. Plus de canons? Plus de munitions? De meilleurs calculateurs? Müller baisse les yeux sur son rapport. Non, Herr Feldmarschall. Au contraire. Les relevés photographiques montrent moins de tirs, moins de fumée, et pourtant, plus d'abattage. Rommel reste silencieux un long moment, son esprit tournant comme une horloge fatiguée. Il a connu les Britanniques en Afrique. Il sait qu'ils apprennent vite, mais jamais il n'a vu une amélioration aussi soudaine. Peut être un meilleur contrôle radar, suggère Müller timidement, ou de nouveaux systèmes de visée optique. Rien d'extraordinaire, simplement une optimisation. Rommel accepte cette explication parce qu'elle s'accorde à sa logique militaire. Il ne peut concevoir qu'un ennemi ait pu franchir une barrière technologique qu'aucune puissance n'a même effleurée. L'idée d'un obus intelligent, capable de détecter sa cible grâce à un radar miniature et d'exploser à la distance parfaite, relève de la science-fiction. Et pourtant, cette fiction est devenue réalité, quelque part dans un laboratoire américain dirigé par des hommes qu'il n'a jamais rencontrés. Pendant ce temps, à Berlin, le chaos intellectuel s'installe. Le Reichsmarschall Hermann Göring, enfermé dans son bureau du ministère de l'Air, feuillette les rapports avec une colère croissante. Les chiffres sont incohérents. Les Vunes, censés briser le moral britannique, tombent désormais comme des mouches avant même de survoler Londres. Il convoque ses officiers, exige des explications, menace de renvoyer quiconque ose lui dire qu'il ne comprend pas. Mais personne ne comprend. À Peenemünde, le docteur Walter Dornberger, responsable du développement des armes fées, lit les mêmes chiffres et en tire une conclusion différente. Les Vunes deviennent obsolètes, écrit-il dans une note adressée au haut commandement. Il plaide pour le transfert massif de ressources vers le programme V2, le missile balistique supersonique censé restaurer l'avantage allemand. Mais il ignore que même cette arme, aussi avancée soit-elle, ne pourra rien contre une technologie qui détecte et frappe avant d'être vue. Les ingénieurs allemands avaient tenté de concevoir leur propre fusée de proximité. Ils avaient compris le principe. Une détonation commandée par un signal radio réfléchi par la cible. Mais la miniaturisation des circuits électroniques, la résistance aux forces d'accélération énormes, la fiabilité des batteries, tout cela dépassait leurs moyens. Le verre, le cuivre, le tungstène leur manquaient. Leurs tubes à vide se brisaient sous la pression. Le rêve s'effondra avant même de naître. Sur la côte française, les opérateurs radars continuent leurs observations. Chaque jour, ils signalent une intensité croissante des tirs britanniques, mais sans rien remarquer d'étrange. Les obus VT, identiques en apparence aux munitions classiques, ne trahissent aucun secret. Le miracle se cache à l'intérieur un cerveau d'électrons, un écho invisible, une précision que nul œil humain ne peut percevoir. À Abbeville, le général-major Erich Heinemann, responsable des lancements de Vunes, commence à douter de l'utilité même de son arme. Ses rapports quotidiens montrent une chute vertigineuse du taux de réussite. Il attribue d'abord ses échecs à la météo, puis aux patrouilles de chasseurs alliés, puis à la fatigue de ses équipes. Jamais il ne songe qu'il est confronté à une invention qui redéfinit les lois mêmes du combat. La cécité est totale. Aucun service de renseignement, aucune agence scientifique, aucun espion n'a identifié la véritable cause du désastre. Les Allemands continuant de combattre avec les hypothèses d'hier, tandis que le monde autour d'eux bascule dans une ère nouvelle. À mesure que septembre approche, les phénomènes deviennent inexplicables. Les équipes de lancement observent leur Vunes seconde élevée dans le ciel, suivre leur trajectoire parfaite, puis soudain disparaître. Pas d'interception visible, pas de traces d'avion,
Seulement une sphère de feu suspendue un instant au-dessus des vagues, puis le silence. Certains parlent de sabotage. D'autres murmurent que les Britanniques ont inventé un champ magnétique, ou une sorte de bouclier invisible. Quelques-uns, plus superstitieux, chuchotent que Dieu lui-même s'en mêle. Personne ne soupçonne que c'est la science américaine, pas le miracle, qui opère. Des signaux radio, invisibles et rapides comme la lumière, rebondissent sur la tôle des Voon, renvoyant à l'obus l'information vitale, la distance exacte. Une fraction de microseconde plus tard, un circuit électronique ferme la boucle, déclenche la charge et transforme la théorie en explosion. Chaque tir est un calcul parfait, chaque impact une équation réussie. C'est la guerre réduite à des mathématiques, la mort rendue rationnelle. Dans les bureaux feutrés du haut commandement, les stratèges allemands continuent de bâtir leurs plans sur du sable. Ils imaginent que l'ennemi s'épuise, que Londres ploie sous la peur. Ils n'ont pas compris que la peur a changé de camp. Leurs armes de vengeance, jadis symboles de puissance, sont devenues des projectiles suicidaires. Rommel, dans son bunker, contemple encore les photographies. Il ne le sait pas encore, mais la bataille des V-armes est perdue. L'avenir appartient à ceux qui ont su voir plus loin que le champ de bataille, à ceux qui ont compris que la guerre ne se gagnerait plus seulement par la bravoure, mais par la science. La cécité de l'intelligence allemande ne réside pas dans son ignorance volontaire, mais dans son incapacité à imaginer l'impossible. Et tandis que les derniers Voon explosent en mer, les ingénieurs américains, dans leurs laboratoires de verre et d'acier, préparent déjà la prochaine ère de destruction, celle où la précision remplacera la force brute et où un simple signal radio décidera du destin des nations. L'Allemagne ne le sait pas encore, mais le crépuscule est déjà tombé. Les armes du futur sont nées, invisibles et silencieuses, de l'autre côté du Channel, et leur première leçon est cruelle. On ne peut combattre ce que l'on refuse de comprendre. 3 septembre 1944. Hôpital Saint-Barthélemy, Londres. L'aube se lève sur une ville qui a appris à craindre le ciel. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Margaret Rose Thompson, warden de la défense civile, se tient sur le toit du bâtiment principal, les yeux fixés vers le sud-est. Depuis 3 mois, chaque vrombissement dans le ciel a signifié la mort. Le bourdonnement mécanique des bombes volantes, le silence soudain lorsque leur moteur s'arrête, puis les 15 secondes d'attente avant l'impact. 15 secondes pour espérer, pour prier, pour survivre. Margaret a connu l'horreur de près. Des enfants tirés des décombres, des corps identifiés par des alliances tordues, des inconnus mourants qu'elle a tenus dans ses bras, écoutant leurs dernières paroles murmurées dans un souffle brisé. Mais aujourd'hui, l'air sent différemment. Le ciel n'est plus un ennemi. Les Voon sont toujours là, elle le sait. Leurs traînées blanches se dessinent à l'horizon, mais ils n'atteignent plus Londres. Jour après jour, ils explosent au-dessus de la Manche, ou s'écrasent dans les marais de Kent sans blesser personne. Ce qui, depuis juin, semblait être une pluie éternelle de feu, devient désormais une rareté, une accalmie presque surnaturelle. Margaret ignore tout des fusées de proximité américaines, des laboratoires de Johns Hopkins ou du docteur Merle Tuve. Elle n'a jamais entendu parler du National Defense Research Committee. Tout ce qu'elle sait, c'est que pour la première fois depuis des mois, elle peut regarder le ciel sans que son cœur ne se serre d'effroi. À travers Londres, un changement silencieux s'opère. Les familles qui, depuis des semaines, se réfugiaient chaque nuit dans les stations de métro commencent à dormir dans leurs lits. Les usines, où la production avait chuté sous le poids des alertes incessantes, retrouvent leur cadence. Les enfants recommencent à jouer dans les parcs, leur rire remplaçant les hurlements des sirènes. C'est une transformation invisible, mais immense. Londres respire à nouveau. L'inspecteur Charles Edward Whitmore, de la Metropolitan Police, observe cette mutation à travers les statistiques froides de ses rapports. Depuis juin, il a cartographié chaque impact de Voon, dessinant une toile de destruction, des pâtés de maisons effacées, des marchés bondés pulvérisés, des églises anéanties en pleine messe. Mais, au début de septembre, ces relevés montrent une chute spectaculaire du nombre d'impacts. L'idée qu'une innovation américaine, enfouie au cœur d'un obus, soit responsable de ce miracle, ne lui effleure même pas l'esprit.
Dans son petit appartement de Bermondsey, Eleanor Patricia Davis, veuve depuis le Blitz, redécouvre une sensation oubliée. La possibilité du lendemain. Depuis juin, la peur la rongeait chaque nuit. Elle dormait habillée, prête à fuir au premier son de moteur. Aujourd'hui, le silence nouveau lui paraît presque surnaturel. Elle se surprend à faire des projets, à envisager Noël. Ses doigts, tremblants mais obstinés, reprennent leur travail de tricot, une écharpe rouge pour sa fille. Ce geste simple, banal autrefois, devient un acte de résistance contre la peur. Elle n'a aucune idée des circuits miniaturisés ou des ondes radars qui la protègent, mais elle en ressent les effets. Ces petits gestes, répétés des millions de fois à travers la capitale, forment une victoire silencieuse. Un triomphe sans fanfare, sans drapeau. Une révolution invisible. Au Guy's Hospital, le docteur Anthony Michael Henderson, médecin-chef, constate la même évolution dans ses rapports hebdomadaires au ministère de la Santé. Le nombre de victimes civiles des VUN a chuté de plus de 80%. Mais plus étonnant encore est la baisse des cas de ce que les psychiatres militaires appellent désormais la fatigue du combat civil. Les patients qui, hier encore, tremblaient au moindre bruit, commencent à sourire. L'angoisse cède la place à une prudente sérénité. L'impact économique se fait sentir aussitôt. Les directeurs d'usines signalent une hausse spectaculaire de la productivité. Le London Fire Brigade, accoutumé à courir de ruine en ruine, connaît ses premières journées calmes depuis des mois. Même la Tamise, encombrée tout l'été d'épaves et de débris, retrouve enfin sa surface tranquille. Et pourtant, personne ne comprend. Les Londoniens attribuent cette amélioration à un changement de tactique allemande ou à des conditions météorologiques défavorables. Aucun ne devine que, 20 milles au sud-est, une nouvelle génération de munitions américaines abat systématiquement les bombes volantes avant qu'elles n'atteignent la ville. Le commandant Robert Alexander, Stewart de la Thames River Police, l'écrira plus tard dans ses mémoires. « Nous ne savions pas que nous étions sauvés. Nous savions seulement que la vie redevenait supportable. Parfois, les plus grands miracles sont ceux qu'on ne voit pas. Car le bouclier invisible n'offre pas seulement une protection physique. Il rend à un peuple entier ce que la peur lui avait volé, la foi en sa survie. » Dans les pubs, les conversations changent de ton. On ne parle plus de survie, mais de victoire. Dans les églises, les prières cessent d'être des appels désespérés pour devenir des remerciements. Dans les foyers, les voix qui murmuraient jadis par crainte d'attirer la mort se relèvent, claires et fortes. Margaret, sur le toit de l'hôpital, regarde le soleil se lever au-dessus de la ville. La lumière dorée se répand sur les toits gris, sur les cheminées tordues, sur les vitres brisées des immeubles qui se tiennent encore debout. Elle sent le vent frais du matin et, pour la première fois depuis des semaines, elle sourit sans se forcer. Le silence n'est plus menaçant. Il est apaisant. À Bermondsey, Eleanor suspend son tricot, ouvre sa fenêtre et entend des enfants rire dans la rue. Le son est si fragile qu'elle ferme les yeux pour l'écouter plus longtemps. Elle pense à son fils disparu, à tout ce qu'elle a perdu, mais aussi à ce qui revient lentement. Il sait qu'il devra en rouvrir un autre jour, car la guerre n'est pas finie. Mais il savoure ce répit inexplicable, ce moment suspendu entre deux tempêtes, et au-dessus de tout cela, là où les Wund secondes étaient jadis abattus comme des météores, il n'y a plus rien. Juste le ciel, libre. Le bouclier invisible n'a ni éclat ni symbole. Il n'a pas été célébré dans les journaux ni gravé sur les monuments, mais il a sauvé une ville entière. Il a permis à Londres de se relever sans même savoir pourquoi. Ce jour-là, 3 septembre 1944, la capitale britannique ne savait pas qu'elle vivait un tournant historique. Elle ne savait pas que, grâce à un minuscule dispositif né dans les laboratoires américains, la guerre des nerfs venait de s'inverser. Londres guérit. Lentement, silencieusement, miraculeusement. Et l'ennemi, quelque part sur la côte française, continue de tirer ses armes de vengeance dans le vide, ignorant que chaque tir se heurte à un mur d'ondes invisibles. Le bouclier tient, le peuple aussi. 15 octobre 1944. Laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins. Le docteur Merle Anthony Tuve
se tient devant un tableau noir saturé d'équations. Les yeux rivés sur une série de télégrammes chiffrés venus des îles britanniques. Les chiffres sont clairs, presque irréels. Un taux de réussite de 82% le 28 août. Une performance stable au-dessus de 75% durant tout septembre. Et, au début d'octobre, l'efficacité des VUN allemands s'effondre à un niveau si bas que leur campagne d'épouvante frôle désormais l'échec total. Ils devraient se sentir triomphants. 3 années de recherche acharnée, plus de 100 millions de dollars investis, et des milliers de scientifiques et d'ingénieurs mobilisés pour repousser les frontières de l'électronique et de la miniaturisation. Tout cela a porté ses fruits. Son invention, la fusée de proximité, sauve des milliers de vies britanniques. Pourtant, Tuve ne ressent qu'une fatigue écrasante et un profond chagrin, car derrière ces équations, il voit le prix du savoir, la somme des sacrifices humains dissimulés dans les marges des rapports. 6 mois plus tôt, le docteur Ralph Baldwin Page, chef de la division électronique du National Bureau of Standards, s'était effondré d'épuisement. Son équipe travaillait 100 heures par semaine dans un secret absolu, développant les minuscules tubes à vide indispensables au mécanisme des fusées VT. 4 ingénieurs sont morts pendant les essais explosions prématurées, défaillances imprévisibles, les risques inévitables d'une science trop pressée d'avancer. Leurs noms sont classifiés, leurs familles n'ont reçu qu'une lettre sèche, morts au service de la patrie. La fabrication de ces fusées transforma toute l'industrie américaine. Les entreprises de radio durent apprendre à produire des composants de précision jamais vus. Les usines d'armement devinrent des ateliers d'électronique. Des milliers de femmes de la Nouvelle-Angleterre à la Californie assemblèrent les fusées à la main, travaillant avec des produits toxiques, soudant des circuits minuscules sans jamais savoir à quoi servait leur ouvrage. Le taux de rejet atteignait 30%. Des centaines de milliers de fusées furent détruites, chacune représentant des heures de travail, de concentration et de silence. Tuve observe les statistiques venues de Londres et songe. Chaque pourcentage est une vie humaine. Chaque VUN détruit, une équation d'ingéniosité et de mort. Il pense aussi aux artilleurs allemands qui lançaient ces armes, convaincus de frapper juste, ignorant qu'ils participaient à leur propre échec. La guerre, se dit-il, est devenue une mathématique de la mort et il en est désormais le maître. Les Britanniques demandent d'étendre la production, dit-il. Washington approuve également le déploiement dans le Pacifique. Tuve hoche la tête. Alors il faudra tripler la capacité d'ici 6 mois. Nous y parviendrons, docteur, répond Blackwood. L'industrie américaine peut tout faire quand? À quel prix? Coupe Tuve doucement. Le silence s'installe. Derrière les chiffres, les vies, perdues pèsent lourd. Blackwood ne sait que répondre. Le télégramme mentionne aussi le projet Manhattan. La bombe atomique avance rapidement, le premier essai prévu dans 9 mois. 2 miracles technologiques, 2 promesses terribles. Tuve regarde son tableau noir et murmure. Nous avons offert à la Grande-Bretagne un bouclier invisible. Mais les boucliers deviennent des épées. La défense devient l'offensive. Et les mathématiques de la destruction ne connaissent qu'une seule loyauté, leur propre logique. Les progrès issus du programme VT dépasseront le cadre militaire. Les techniques de miniaturisation ouvriront la voie aux transistors, puis aux ordinateurs. Les normes de production deviendront la base de l'industrie moderne. Pourtant, ceux qui ont bâti cette révolution resteront dans l'ombre, condamnés au silence. Sur la falaise de Douvres, le lieutenant-colonel Harrison contemple le ciel désormais paisible. Il se souvient du premier tir victorieux en août et des mots du major. Nous avons appris aux machines à chasser. Et une fois cette porte ouverte, elle ne se referme jamais. L'histoire retiendra la victoire, mais pas le prix. Ce fardeau-là appartient à ceux qui ont fait du savoir une arme. 6 juin 1964, Douvres, Angleterre. 20 ans après le débarquement, James Mitchell Harrison, âgé de 61 ans, se tient sur les falaises, contemplant la Manche que le soleil du matin dort lentement. Retiré du service, il vit paisiblement dans un petit cottage face à la mer.
Dans sa poche repose un petit cylindre de laiton, une fusée VT désactivée, offerte par le major Blackwood à la fin de la guerre. Parfois, il la serre dans sa main, sentant tout le poids symbolique qu'elle renferme. La fusée de proximité resta classifiée jusqu'en 1950. Quand elle fut rendue publique, la presse parla « arme miracle », saluant son rôle dans le salut de milliers de vies alliées. Le docteur Tuve reçut distinctions et hommages, mais l'histoire complète le coût humain, la complexité morale demeura sous silence. Harrison n'a jamais parlé du 28 août 1944. Sa femme ignore que cette date, entourée en rouge sur chaque calendrier, marque le jour où il vit les mathématiques devenir meurtre précis, chirurgical, efficace. Un jeune touriste américain l'aborde. 22 ans, sourire candide. « Monsieur, savez-vous ce qui s'est passé ici pendant la guerre ?» Harrison sourit doucement. « Nous avons arrêté des bombes, sauvé des vies. » Puis, après un silence. « Le plus effrayant, ce n'était pas l'ennemi. C'était ce que nous avions créé pour nous protéger. » Lorsque le jeune homme s'éloigne, Harrison fixe l'horizon. Les fantômes des Woon planent invisibles au-dessus de la mer. Les questions demeurent: avons-nous sauvé le monde ou simplement inventé de nouvelles façons de le détruire? Il n'a pas de réponse. Seulement le cylindre de laiton dans sa poche, le vent salé sur son visage et la mémoire d'un ciel embrasé par la précision. La guerre prit fin. Le bouclier tine, mais les nombres continuent, implacables, additionnant les coups qu'aucune victoire ne rembourse. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.